De nombreux analystes, et je dis bien de nombreux analystes, soutiennent que la soi-disant guerre contre la drogue a été un échec total. Après tout, non seulement la consommation de drogue a augmenté, mais leur production aussi. Alors, la politique anti-drogue serait-elle une imposture ? Et ce discours est aujourd'hui prédominant dans les universités et les médias, mais c'est un discours complètement mensonger. Parce que tout simplement, la vérité c'est que la soi-disant guerre contre la drogue n'a jamais réellement attaqué la racine financière du trafic de drogue, qui est l'utilisateur final, le consommateur. Dans les pays occidentaux, les efforts visent surtout la répression des producteurs et trafiquants, alors que la demande reste élevée. Et il y a deux raisons assez évidentes à cela. La première est la normalisation et même une certaine glorification de la consommation de drogue par les médias, qui la présentent donc comme quelque chose de normal et sans danger pour les gens. Et la deuxième raison est que l'attaque s'est concentrée uniquement sur la partie logistique des drogues, ce qui a fait que la consommation stable ou même accrue, combinée à la perte de marchandises dans ce processus logistique, a entraîné une augmentation des prix, devenant ainsi un produit séduisant pour des personnes ambitieuses et sans scrupules, cherchant de l'argent facile, même en prenant des risques. Ainsi, plus on saisit de drogue, plus le prix augmente. Cela augmente le nombre de personnes intéressées à participer à ce marché et, par conséquent, augmente le nombre de personnes en incitant d'autres à consommer des drogues. Avec la hausse des prix, les règles du capital s'appliquent aussi. Si la demande augmente, l'offre va essayer de suivre cette hausse. Et si l'offre est affectée au niveau logistique et n'atteint pas le consommateur final, alors le prix pour le consommateur final augmente, ce qui incite plus de personnes à produire le produit. Ce qui fait que les pertes lors du transport de ce produit, comme les saisies policières, sont compensées et diluées par une augmentation constante de la production. Ce qui a fait que même certains pays entiers sont devenus des otages économiques de l'argent généré par le trafic de drogue. Aux États-Unis, entre 1972 et 2002, malgré la forte hausse des arrestations pour drogue, le nombre d'incarcérations pour délits liés à la drogue a été multiplié par 12. Pendant cette période, cela a représenté la moitié de la croissance de la population carcérale, alors que la disponibilité des stupéfiants n'a pas diminué. Au contraire, les prix de la cocaïne et de l'héroïne ont atteint des niveaux historiquement bas et leur pureté a augmenté, même après des décennies de répression traditionnelle. Cette réalité américaine s'étend aujourd'hui en Europe et en Amérique latine. En Occident, les consommateurs de drogue sont souvent considérés comme des malades à réhabiliter ou tout simplement ne subissent pas de sanctions sévères pour leur consommation personnelle. Divers pays ont adopté des politiques de réduction des risques ou de dépénalisation pour de petites quantités en possession ou si l'usage est à des fins personnelles, en privilégiant la santé publique plutôt que la punition. Et même si c'est un discours beau et humanitaire, utilisant la moralité pour l'emporter sur la punition. On peut la qualifier, en résumé, comme l'envoi d'un message de tolérance à l'usage visant à décourager les gens de consommer des drogues. Dans une vraie guerre, on ne frappe pas seulement le soldat en première ligne, mais aussi sa logistique et surtout sa source économique tout en atteignant son psychologique. Avec la guerre médiatique, c'est une règle de base dans toute guerre. Et en Occident, on n'attaque pas le véritable moteur économique du trafic et on ne lutte pas contre la normalisation des drogues. La source réelle d'argent du trafic de drogue est l'utilisateur. L'échec des stratégies axées sur l'offre vient de leur incapacité à l'identifier. La métaphore de la guerre contre la drogue est erronée, non pas parce que lutter contre la drogue serait impossible à gagner, mais parce qu'il n'y a jamais eu de véritable guerre, seulement un discours. Le portefeuille de l'utilisateur est la source primaire, unique et irremplaçable du financement et du pouvoir des trafiquants, soutenant toute l'infrastructure mondiale des stupéfiants, depuis les champs de production, les réseaux de distribution jusqu'à la violence des cartels. Punir les trafiquants sans réduire la demande des utilisateurs ne changera jamais le marché. Autrement dit, cette fausse guerre s'est davantage concentrée sur les fournisseurs, tandis que les consommateurs qui financent le trafic n'ont pas été confrontés avec la même intensité. Dans le même temps, les pays à tolérance zéro, surtout en Asie et au Moyen-Orient, criminalisent strictement l'utilisateur, imposant de lourdes peines comme la prison, le travail forcé ou la peine de mort pour possession et usage.
Cette différence d'approche explique les écarts de résultats entre les pays tolérants envers les usagers et ceux stricts envers toute implication avec la drogue. Depuis le milieu des années 2000, la lutte s'est accentuée entre politiques occidentales plus souples envers les usagers et politiques orientales de tolérance zéro sur la drogue. Les pays occidentaux tels que les États-Unis, le Canada, la plupart de l'Europe et surtout soumis aux intérêts idéologiques de l'Europe et des États-Unis, ont peu à peu adopté des approches moins punitives envers l'utilisateur. Aux États-Unis, et bien qu'il y ait un historique de répression de la possession de drogue, plusieurs juridictions, principalement municipales, ont décriminalisé ou légalisé l'usage personnel de certaines drogues. Et ils ont mis en place des programmes d'échange de seringues, des sites de consommation supervisés et des traitements médicamenteux pour les personnes dépendantes. Le Portugal, comme d'autres pays européens, a légalisé toutes les drogues en 2001 en privilégiant le traitement. Et le Canada ainsi que certains États américains investissent dans ce que l'on peut littéralement appeler l'accueil et la bienveillance envers l'usager, en plaçant la lutte contre la drogue comme une stratégie de santé publique et non de répression policière. Singapour et l'Indonésie appliquent donc la peine de mort aux trafiquants, tandis que les récidivistes risquent prison et internement forcé. La Chine organise de vastes répressions, envoyant les usagers en centre de rééducation forcés. Sous la présence américaine et européenne, l'Afghanistan était le principal fournisseur mondial d'héroïne et comptait parmi les pays avec le plus d'usagers. Avec d'immenses quartiers de crack disséminés dans les principales villes du pays, un problème qui a été résolu par les talibans en moins d'un an, en détruisant littéralement 99% de la production de pavot, qui est la source de l'opium pour l'héroïne, désormais éradiquée. Et les quartiers de crack qui existaient dans le pays ont tout simplement disparu. Des pays comme la Corée du Sud vont même jusqu'à consommer à l'étranger. Les Sud-Coréens consommant des drogues à l'étranger risquent des poursuites. À leur retour, cette tolérance zéro crée un fort effet dissuasif. La peur même des conséquences juridiques sévères va décourager les potentiels utilisateurs. Nous ne pouvons pas oublier le rôle différent des médias dans ces pays par rapport à l'Occident. Les films, les séries et les feuilletons ne montrent normalement pas et ne glorifient pas l'usage de drogue. Et quand des célébrités sont surprises à consommer ces substances, même en très petite quantité, cela devient un scandale et la carrière de cette personne disparaît tout simplement. Dans l'hémisphère occidental, du moins pour l'instant, un cas est intéressant, celui d'El Salvador, même s'il ne s'agit pas de drogues illicites. Seulement depuis 2022, le gouvernement salvadorien a entrepris une méga répression contre les gangs et contre le crime organisé, suspendant les garanties légales et arrêtant en masse des dizaines de milliers de suspects. Et en réformant, c'est le plus important de tout, en réformant son pouvoir judiciaire, le pays a connu une chute vertigineuse de la criminalité. En 2023, on a enregistré un taux d'homicide de seulement 2,4 pour 100 000 habitants, le plus bas des Amériques. Alors que seulement 5 ans auparavant, on parlait de 53 morts pour 100 000 habitants. Et, comme on pouvait s'y attendre, cette stratégie de poigne de fer a été suivie de critiques de la part d'intellectuels et de journalistes de gauche, avec des dénonciations d'abus des droits de l'homme. Mais elle illustre la philosophie de tolérance zéro que de nombreux pays orientaux appliquent également à la question des drogues. La croyance que la répression sévère apporte l'ordre et la sécurité en réduisant drastiquement les indicateurs de violence et de criminalité qui y sont associés. Les statistiques de consommation de drogue renforcent les différences d'approche. Les pays occidentaux affichent une prévalence d'usage bien plus élevée que les pays orientaux. Les États-Unis se distinguent comme le plus grand consommateur mondial de drogues illicites. Environ 6% de la population consomme régulièrement des drogues illégales. Sachant qu'un Américain sur 7 a déjà essayé une drogue illicite au cours de sa vie, une échelle de consommation sans équivalent dans le monde. De nombreux pays européens affichent aussi un nombre élevé. Au Royaume-Uni, environ 5% de la population consomme des drogues illicites. Au Canada, autour de 6%. Même au Brésil, où la consommation personnelle n'est pas fortement pénalisée, environ 1% de la population souffre de troubles liés à l'usage de drogue. Ces taux occidentaux contrastent de façon effrayante avec les chiffres observés dans les pays à la politique anti-drogue stricte. Les nations asiatiques et du Moyen-Orient enregistrent des pourcentages ridiculement faibles d'utilisateurs de drogue.
Par exemple, Singapour a rapporté, dans une étude, une prévalence de seulement 0,7% de la population ayant consommé des drogues ces dernières années. Des chiffres bien en dessous des niveaux observés aux États-Unis, en Europe ou en Australie. De la même manière, la Chine a déclaré n'avoir que 0,1% de sa population comme consommateur de drogue en 2021, tombant à environ 0,05% en 2024 après des campagnes strictes de contrôle. Et même si les chiffres officiels chinois devaient en tripler, ce nombre resterait encore très bas, un chiffre pathétiquement inférieur comparé à l'Occident. Et si vous êtes déjà allé en Chine, vous allez vous rendre compte que ce chiffre est probablement vrai, parce que le nombre de consommateurs en Chine est pratiquement inexistant. Il est très difficile pour quelqu'un de trouver quelqu'un utilisant des drogues. Là-bas au Japon, c'est un autre cas emblématique. L'usage de drogue est un tabou social et un crime très grave dans le pays. Selon l'enquête, seulement 1,5% des Japonais ont déjà consommé une drogue illicite dans leur vie, contre 42% aux États-Unis. Au Japon, 0,4% des adultes consomment des méthamphétamines, contre 11,9% aux États-Unis et 3,7% au Royaume-Uni. De la même manière, l'usage du cannabis au Japon est résiduel, avec moins de 1% de la population japonaise l'ayant déjà consommé, alors qu'aux États-Unis, environ 30% l'ont déjà fait. Ces chiffres montrent un schéma clair, là où règne rigueur punitive et forte réprobation culturelle. La consommation est radicalement plus faible que dans les sociétés plus permissives. Les 10 pays ayant le plus de troubles liés à la consommation de drogue par habitant sont tous occidentaux, avec les États-Unis en premier, suivi du Canada, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni, etc. Alors que les pays intolérants aux drogues maintiennent une proportion de dépendants bien en dessous de 1, la Chine compte environ 0,54% de la population souffrant de troubles liés à la drogue. Le Japon avec environ 0,62%, la Corée du Sud avec 0,75% et les Émirats arabes unis avec 0,62%, alors que le Brésil avec pratiquement 1%, ce qui, comme je l'ai dit, je doute que ce soit seulement cela. D'autres pays latino-américains affichent un niveau intermédiaire, supérieur aux pays asiatiques mais en général inférieur aux pays anglo-saxons. Le taux de décès par overdose ou cause liée à la drogue dans les pays occidentaux tolérants est en tête du classement. Les États-Unis ont de loin le pire taux mondial avec 324 décès par million, suivi par des territoires et nations occidentaux comme Porto Rico, l'Écosse et le Canada. En revanche, les pays ayant des politiques anti-drogue strictes enregistrent des taux minimaux. Notez par exemple que les Philippines, l'Arabie Saoudite, le Japon et d'autres apparaissent à peine sur le graphique, avec des taux de l'ordre de 1 à 6 par million pratiquement proches de zéro. La disparité dans l'impact létal des drogues est flagrante. Les États-Unis vivent une épidémie de surdose sans précédent dans l'histoire récente, principalement alimentée par les opioïdes synthétiques comme le fentanyl. En 2023, pour la 3e année consécutive, plus de 100 000 Américains sont morts d'une overdose. Un bond de plus de 50% par rapport à 2019 avec 324 décès annuels par million d'habitants, le taux américain est le plus élevé au monde. D'autres pays occidentaux connaissent aussi des crises similaires, mais à moindre échelle. L'Écosse, membre du Royaume-Uni, a le taux le plus élevé d'Europe, avec 219 décès par million, près de 15 fois la moyenne européenne, qui est de 15 par million. Le Canada souffre également lourdement, avec 193 décès par million, même des pays occidentaux à plus petite population comme l'Islande en font partie. La Suède et l'Irlande ont signalé des chiffres de l'ordre de 80 à 100 décès par million bien supérieurs à ceux des pays orientaux. D'un autre côté, les nations à tolérance zéro ne font pratiquement pas face à une mortalité de masse causée par les drogues. De nombreux pays asiatiques comptent moins de 10 décès liés aux drogues par million. Japon, environ 6, Singapour, presque 0, Chine et Corée du Sud, également très bas. Singapour compte l'un des taux d'abus d'opiacés les plus bas au monde, avec environ 30 utilisateurs pour 100 000 habitants, en comparaison avec 600 pour 100 000 habitants aux États-Unis, ce qui se traduit par de rares cas de surdose mortelle. 2 cas qui ont été cités comme exemples de réussite en matière de lutte contre la drogue. Ils prétendent que la répression n'est pas la solution, citant les exemples des Pays-Bas et du Portugal. Mais c'est un autre mensonge.
Des rapports indiquent que la consommation de drogue a augmenté depuis la dépénalisation. Le pourcentage d'adultes ayant déjà consommé des drogues illicites est passé de 7,8 en 2001 à 12,8 en 2022. Au Portugal, les décès liés à la drogue, après une baisse initiale, ont de nouveau augmenté pour dépasser les niveaux antérieurs à la dépénalisation. Plus alarmant encore est l'effondrement de l'ordre public. Des rapports récents soulignent une augmentation du désordre public, avec des personnes consommant des drogues ouvertement dans les rues et causant des troubles dans les quartiers résidentiels. Ce qui amène même les hommes politiques portugais eux-mêmes à exprimer des doutes sur cette politique. Et les Pays-Bas aujourd'hui sont pratiquement un narco-État au sein de l'Europe, étant le principal centre de distribution de drogue vers les États-Unis. Une première vague de prescription abusive d'analgésiques dans les années 1990 a évolué vers une épidémie d'héroïne dans les années 2000, puis, à partir de 2013, vers une inondation de fentanyl synthétique, entraînant une explosion du nombre de décès. Alors que les pays asiatiques ont empêché de grandes crises d'opioïdes grâce à une interdiction stricte, la Chine, bien qu'elle soit une source de précurseurs chimiques, n'a jamais connu en interne quelque chose de similaire à l'épidémie américaine. Et ce n'est pas un hasard. Les Chinois savent mieux que quiconque les dégâts causés par la tolérance et la libéralisation des drogues. Quant au Japon, il prescrit à peine des opioïdes et exerce un contrôle strict sur les précurseurs, évitant ainsi les flambées, tandis que Singapour et d'autres pays appliquent la peine capitale pour le trafic d'héroïne, décourageant ainsi la propagation. Au-delà des chiffres de consommation et de mortalité, on observe de forts impacts sociaux entre sociétés tolérantes et intolérantes envers les consommateurs. Dans les grandes villes des États-Unis, du Canada et d'une partie de l'Europe, il est devenu courant de voir des drogues consommées en plein air. Des cracolandias ou des rassemblements d'usagers consommant dans les rues, souvent accompagnés de campements de sans-abri. San Francisco, aux États-Unis, et Vancouver, au Canada, incarnent les zones de consommation publique malgré l'absurdité des politiques de réduction des risques. Un rapport comparatif a observé que les villes culturellement ouvertes à l'usage attirent également des usagers d'autres régions, créant ainsi des communautés tolérantes envers les drogues, créant alors des campements où l'on voit des scènes ouvertes de consommation de drogue. À San Francisco, on estime que près de la moitié des sans-abri viennent de l'extérieur de la ville. Attirés en partie par la disponibilité des drogues et des services non tolérants, ce qui entraîne un fardeau social croissant. On observe la même situation au Brésil, surtout à la Cracolandia à São Paulo, avec des personnes venant d'autres villes et même d'autres États qui s'y rendent uniquement pour pouvoir consommer leur drogue en paix, sans être dérangés par les forces de l'ordre. Ces zones souffrent de dégradation urbaine, de délits contre le patrimoine, de déchets biologiques comme des seringues jetées et de la surcharge des services de santé et d'assistance. Singapour, Tokyo et Dubaï ne connaissent pas de telles scènes. Ce n'est même pas impensable, cela n'existe tout simplement pas. La loi stricte empêche la formation de marchés ouverts. À Singapour, un utilisateur de drogue est envoyé en cure de désintoxication obligatoire, même contre sa volonté, et risque la prison en cas de récidive. À Dubaï, les touristes risquent la prison pour des traces de stupéfiants dans le sang. Ainsi, consommer des drogues en public est impensable dans ces endroits, ce qui empêche l'extériorisation des problèmes au reste de la société. Merci à tous, j'espère que cela vous a intéressé. Et si vous aimez vraiment la chaîne Géopolitique Mondiale et que vous souhaitez que ce type de contenu continue d'être produit, envisagez de devenir membre. En devenant membre, non seulement vous garantissez la survie de la chaîne, mais vous aurez également un accès anticipé aux vidéos de la chaîne ainsi qu'à des vidéos exclusives réservées aux membres. Comme l'histoire de l'Inde, la géopolitique de l'Empire mongol, mon cours d'intelligence et contre-intelligence pour les membres de la chaîne, et bien d'autres. Selon la catégorie, votre nom peut même apparaître à la fin de la vidéo en remerciement. Alors pensez à cette possibilité car cela aide énormément.